c'est l'un des plus grands groupes de tous les temps. Ils ont conquis le monde avec leurs harmonies vocales inimitables, des paroles mémorables et des mélodies contagieuses. Depuis leurs premiers pas dans les scènes pop et psychédéliques des années 1960 jusqu'à leur succès retentissant dans l'ère disco, ils se sont révélés être des artistes visionnaires, toujours en évolution et suivant les tendances sans perdre leur essence, leur son original et légendaire. Ils parlent du groupe légendaire BGS. Bienvenue pour une autre vidéo ici sur la chaîne. Barry Gibb, James Robin et Maurice Gibb sont nés sur l'île de Man, fils de Leslie Broders. Pendant leurs premières années, leurs parents ont déménagé à Manchester, en Angleterre, où leur frère cadet, Andy Gibb, serait plus tard né. La maison familiale des Gibb était toujours remplie de musique. À l'époque, il était courant pour les artistes de vivre au rythme des derniers succès, et il n'en était pas autrement pour les Gibb. L'histoire du groupe commence vraiment pendant cette période lorsque Barry, âgé de 9 ans, entend James, Robin et Maurice, âgés de 6 ans, aller à un théâtre voisin, écouter des disques et faire du playback sur des chansons jusqu'à ce qu'un jour, ils cassent accidentellement un disque sur lequel ils allaient faire du playback et qu'ils doivent chanter pour de vrai. Nous ne pouvons pas nier qu'à un jeune âge, ils saisissaient déjà les opportunités. Les parents des garçons espéraient trouver une meilleure vie à Manchester, mais la région traversait encore la période d'après-guerre et la famille avait du mal à payer les factures et à subvenir aux besoins de la famille. Ils ont alors décidé d'immigrer en Australie à Radcliffe en 1958. Depuis leur arrivée dans ce nouveau pays, les frères ont rapidement commencé à montrer leurs talents musicaux au public, se produisant dans de petits clubs, des loges et des programmes de télévision. Un agent artistique du nom de Bill Gates a suggéré le nom Bee Gees, car il voyait beaucoup de Bee Gees dans leur vie, comme Barbara Gibb, leur mère, Barry Gibb et Bill Gates lui-même. En plus d'avoir un bon son, plus tard en 1966, ils ont adopté un nom suggéré et sont officiellement devenus Bee Gees. Bien qu'ils ne soient que des enfants, ils ont passé la plupart de leur temps à travailler comme des adultes, et l'industrie musicale de l'Australie était encore nouvelle et ne savait pas comment promouvoir un artiste exactement. Néanmoins, les Bee Gees ont commencé à être reconnus et considérés comme un phénomène, apparaissant dans des émissions de télévision et sortant de la musique. Le premier single du groupe était The Battle of the Blue and the Grey. Ils ont continué à se produire et à améliorer leurs compétences musicales avec des chansons originales et des reprises. Le style musical des Bee Gees était un mélange de rock, de pop, de folk et de country. Le premier succès significatif des Bee Gees est survenu en 1966 avec la sortie du single New York Mining Disaster 1941. Le morceau a atteint la 2e place des classements australiens et a marqué la fin de leur carrière initiale en Australie. La même année, la famille Gibb a décidé de retourner au Royaume-Uni pour rechercher les meilleures opportunités d'expansion et d'internationalisation de la carrière du groupe. L'objectif des Bee Gees, avec leur père Hugh, était de se connecter avec Brian Epstein, manager des Beatles et propriétaire de l'une des plus grandes sociétés de production de l'époque. Jusqu'à ce qu'un jour, il envoie un paquet à Norton Music Store Enterprises avec l'enregistrement des garçons, et comme beaucoup d'autres paquets de centaines de groupes avec le même rêve, la soumission de Hugh s'est naturellement accumulée. Cependant, le nouveau directeur de la société de production était l'Australien Robert Stigwood, qui, étant du même pays que Hugh, a décidé de prêter une attention particulière au paquet et d'écouter le matériel du groupe. Robert a regardé les garçons et a réalisé qu'ils avaient un immense potentiel et pourraient connaître autant de succès que les Beatles. Il n'a pas fallu longtemps à Robert pour investir massivement dans les Bee Gees. En 1967, le premier single du groupe, New York Mining Disaster 1941, a atteint le top 20 des deux côtés de l'Atlantique. Certains pourraient ne pas s'en souvenir, mais le groupe n'était pas toujours seulement les 3 frères. Pendant une certaine période, les Bee Gees avaient 2 membres supplémentaires, Colin Peterson à la batterie et Vince Malani à la guitare, ce qui s'est produit après la signature avec le label Pore et ils sont devenus des membres permanents du groupe avant la fin de 1967. Ils ont sorti l'album de rock psychédélique Bee Gees 1, qui est devenu international et a atteint le top 10 au Royaume-Uni et aux États-Unis. La même année, Massachusetts et Horizontal ont été leurs premiers numéros 1 au Royaume-Uni.
À la fin de 1968, les Bee Gees ont de nouveau dominé les classements avec If I Got to Get a Message to You, qui est également devenu leur premier hit top 10 aux États-Unis. Bien que leur première tournée aux États-Unis ait été quelque peu moins réussie que prévu, le groupe a reçu des prix prestigieux et une reconnaissance pour ses ventes et son succès musical. À la fin de 1968, les Bee Gees ont enregistré l'album Odessa, sorti en 1969, qui comprenait les singles First of May et Melody Fair. Cet album a été marqué par la séparation du groupe avec Robin quittant le groupe, alléguant que Robert Stigwood favorisait Barry. Vince Malani est parti avec Robin, Colin Patterson a quitté le groupe également. Plus tard, il a été progressivement évincé du groupe, puis a enregistré quelques chansons avec Barry et Maurice, mais a finalement été licencié en août 1969. Nous vivons dans un monde où tout se déchire autour de nous. Plus tard, les frères ont admis qu'ils n'étaient pas assez matures pour gérer un tel succès à un si jeune âge, vers 20 ans. Ils étaient entourés d'argent, de femmes, de drogue et d'alcool. Ces facteurs combinés ont entraîné des conflits d'ego et des disputes internes. Malgré ne pas savoir comment gérer tout ce succès, ils ont continué à produire une musique fascinante. Dans sa carrière solo, Robin Gibb a enregistré l'album intitulé Robin S. Règne, qui a donné le hit Saved by the Bell. Pendant ce temps, le groupe a sorti le premier album sans Robin, intitulé Cucumber Castle, qui a été commercialement décevant pour le groupe. Au début de 1970, les frères étaient toujours séparés, mais progressivement, ils ont commencé à se réunir et à abandonner leurs projets individuels. Suite à la réconciliation, les frères ont sorti l'album 2 Years On, qui ne contenait que 3 pistes composées par les 3 Gibb, dont la célèbre chanson Lonely Days, une réflexion sur la période où ils étaient séparés. L'année suivante, en 1971, ils ont dominé les charts américains avec le succès How Can You Man a Broken Heart de l'album Trafalgar. 2 ans plus tard, les Bee Gees ont présenté une variété de styles musicaux sur l'album To Whom It May Concern, mais les ventes des 2 albums suivants ont décliné. C'est alors qu'ils ont décidé de changer de style, inspiré par la musique disco. Ils ont sorti Give Talquin en 1975, qui est devenu un succès et les a propulsés dans le top 20 des charts américains. Cet album a été le premier à être publié en 1975 et a marqué le début de la voix inimitable et aiguë de Barry, en incorporant des éléments de R&B dans leur son disco. Les Bee Gees ont explosé aux États-Unis avec la sortie de l'album Children of the World en 1976. Cet album a produit le hit numéro 1 You Should Be Dancing, consolidant la position de l'artiste. C'est alors que Robert Stigwood a réalisé que ce style de musique était une tendance indéniable et a saisi l'opportunité. Lorsqu'il a réalisé que les Bee Gees étaient parfaits pour cela, il a ensuite invité le groupe à participer à la bande originale du film Saturday Night Fever. Il ne savait pas que cette simple invitation les mènerait à une reconnaissance mondiale. L'année suivante, le film, connu au Brésil sous le nom de Saturday Night Fever, est devenu un repère culturel des années 1970. L'album, en tant que bande originale du film, a battu des records de vente à l'époque, devenant le 5e meilleur vendeur de l'histoire de la musique avec 37 millions d'exemplaires selon Billboard. Après sa sortie, l'album est resté en tête des charts pendant un an entier. Les chansons Stayin' Alive, Mortant a Woman, How Deep Is Your Love et Night Fever ont atteint la première place dans divers pays à travers le monde entre 1977 et 1979. Les Bee Gees ont dominé les ondes du monde entier. L'implication des frères dans la bande originale de Saturday Night Fever leur a valu 6 Grammy Awards, dont un en 1978 pour How Deep Is Your Love comme meilleure performance vocale pop et 4 en 1969 pour l'album de l'année, meilleure performance vocale pop, meilleur arrangement vocal et producteur de l'année, ainsi que le prix du Grammy Hall of Fame en 2004. En 1978, les Bee Gees ont été invités par Robert à participer au film musical Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Cependant, cela a été un échec dont il préfère ne pas discuter. L'échec de ce dernier film a été éclipsé lorsque les Bee Gees ont organisé un événement massif pour l'UNICEF à New York. Lors de ce concert géant, les frères ont demandé à chaque artiste participant de faire don des redevances d'une de leurs chansons. Les frères ont choisi de faire don des redevances de la chanson To Much Heaven, l'un de leurs plus grands succès entre 1977 et 1979.
Pendant cette période, le plus jeune frère des Bee Gees, Andy Gibb, a commencé à atteindre le statut de célébrité. Contrairement à la croyance populaire, le plus jeune frère des Gibb n'a jamais été membre des Bee Gees, bien qu'il chante occasionnellement avec ses frères aînés. Andy a connu beaucoup de succès en tant qu'artiste solo grâce à son talent vocal et à son désir de se faire un nom. Après avoir connu le succès local en Australie, Andy s'est aventuré aux États-Unis pour solidifier sa carrière musicale avec l'aide de Barry Gibb. Andy a sorti son premier album intitulé Flowing Rivers, qui a été un grand succès. Deux de ses chansons, I Just Want to Be Your Everything et Love is Thicker Than Water, ont dominé les charts musicaux. Malgré son succès croissant, Andy a commencé à lutter contre la toxicomanie en préparant son deuxième album. Son problème de drogue a commencé à affecter sa vie personnelle et sa carrière. Il a été engagé pour divers spectacles théâtraux et émissions de télévision, mais il manquait souvent aux répétitions et ne se présentait pas pour les représentations. De plus, sa relation avec l'actrice Victoria Principal a également pris fin en raison de son addiction. Ce n'est qu'au milieu des années 1980 qu'Andy a décidé de se faire soigner à la clinique Betty Ford pour obtenir de l'aide, mais même après le traitement, il était financièrement ruiné et n'a jamais retrouvé la gloire qu'il avait précédemment connue. Le 10 mars 1988, Andy a été emmené à l'hôpital après s'être senti mal et est décédé peu de temps après, à l'âge de seulement 30 ans. Les médecins ont conclu que la cause du décès était une myocardite, une condition cardiaque causée par une utilisation prolongée de drogue. Après la mort inattendue d'Andy, les Bee Gees ont atteint le top 10 aux États-Unis avec la chanson titre de leur album. L'année suivante, pendant les années 1990, ils ont sorti plusieurs compilations et l'album High Civilization, qui présentait un son plus électronique. En 1993, ils ont connu le succès dans les charts britanniques avec Size Isn't Everything. En 1997, ils sont revenus dans le top 20 aux États-Unis avec Still Water. Plus tard la même année, leur performance unique à Las Vegas, intitulée Bee Gees One Night Only, a lancé une série de spectacles qui ont duré jusqu'en 1999. En 2001, ils ont connu le succès avec This Is Where I Come In. Le dernier album du trio était Bee Gees Live by Request en 2003. La même année, Maurice Gibb est décédé à l'âge de 53 ans des suites d'une crise cardiaque. Il avait une longue histoire d'alcoolisme qui avait gravement affecté sa santé à long terme. Maurice avait été admis à l'hôpital pour une intervention chirurgicale en raison d'une obstruction intestinale, mais pendant l'intervention, il a fait une crise cardiaque. Malgré les espoirs des médecins et de la famille qu'il puisse récupérer, Maurice est décédé dans les premières heures du samedi 12 janvier 2003, 3 jours après l'opération. Il était avec sa femme Yvonne et leurs 2 enfants, Adam et Samantha. La famille a publié une déclaration plus tard ce jour-là, qui disait « C'est avec une grande tristesse et un profond chagrin que nous annonçons le décès de Maurice Gibb ce matin. Son amour, son enthousiasme et son amour pour la vie continuent d'être une source d'inspiration pour nous tous. Nous le regretterons profondément. » Maurice était connu comme le frère le plus extraverti des 3 frères Gibb. Son frère jumeau Robin a dit un jour que Maurice était vraiment celui qui était responsable de maintenir le groupe en vie. En 2012, Robin Gibb, le frère jumeau de Maurice, est décédé à l'âge de 62 ans après avoir lutté contre un cancer du foie et du côlon. Ses problèmes plus graves ont commencé en 2010 lorsqu'il a commencé à ressentir des douleurs abdominales causées par une obstruction intestinale, similaire à ce qui était arrivé à son frère jumeau Maurice Gibb. Bien que la chirurgie d'urgence initiale semblait réussie, il a dû être hospitalisé 3 fois de plus en 2011 avant d'être finalement diagnostiqué avec un cancer. Après avoir subi une chimiothérapie, Robin croyait avoir vaincu son cancer au début de 2012. À ce moment-là, il travaillait sur une composition classique avec son fils Robin John Gibb, une pièce appelée Titanic Requiem, pour marquer le centenaire du naufrage du RMS Titanic. Malheureusement, Robin n'a pas pu assister au concert cette année-là. Il a subi une crise phénoménale grave et est tombé dans le coma. Robin a réussi à sortir du coma fin avril, mais est décédé quelques semaines plus tard, le 20 mai 2012. La mère des Bee Gees, Barbara Gibb, était une chanteuse talentueuse. Barbara Gibb et son mari Rio ont agi en tant que manager pour leurs enfants dans les premières étapes de leur carrière musicale, les menant à devenir le plus grand groupe pop de l'histoire. Malheureusement, Barbara Gibb a survécu à plus de 3 de ses enfants.
Lorsque Barbara est décédée en 2016 de cause naturelle, elle avait 95 ans. Les seuls 2 enfants qui étaient en vie à l'époque étaient l'aîné Barry Gibb et sa fille Lizzie. Dans une interview en 2016, Barry a parlé de la difficulté pour sa mère d'enterrer 3 de ses enfants. Il a expliqué comment elle se sentait alors que Maurice était décédé soudainement en seulement 2 jours, que Robin avait traversé une longue et douloureuse bataille contre le cancer, tandis qu'Andy le cadet était décédé des complications liées à la toxicomanie. Barry Gibb est actuellement le dernier membre survivant des Bee Gees. Il regrette ses frères mais continue à perpétuer l'héritage du groupe à travers la musique. Bien qu'il soit difficile de se produire sans ses frères, Barry a sorti son premier album solo en 30 ans, intitulé In the Now en 2016. Il continue à se produire et à servir sa musique. Il a également collaboré avec certains artistes pour aider à adapter les anciens succès des Bee Gees à la musique country. Barry Gibb perpétue l'héritage des Bee Gees et s'assure qu'ils ont toujours une place dans l'histoire de la musique. La passion, la créativité et la détermination de ces 3 frères ont marqué le monde de la musique, transcendé les barrières et conquis des générations du monde entier. Célébrons l'impressionnant héritage des Bee Gees en appréciant leurs chansons et en permettant à leurs histoires de continuer à nous connecter et à nous apporter de la joie. Que le rythme captivant des frères Gibb continue à bercer nos âmes et à inspirer nos cœurs. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chanson qui vous a le plus marqué et pourquoi. Je vous invite également à laisser un like et à vous abonner à la chaîne, et si vous nous motivez à continuer à apporter plus de vidéos comme celle-ci, merci de regarder et à bientôt. Much heaven, no, it's much higher.